Vous savez que je connais très bien la Libye, qui a longtemps été mon second pays. J'ai été un cadre dirigeant du mouvement des comités révolutionnaires libyens en Europe. C'est moi qui ai implanté le mouvement dans les années 90 avec mon ami Fabrice Beyor, qui est aujourd'hui le correspondant d'Afrique Média en Russie. Et j'ai dirigé ce réseau pan-européen. J'ai défendu la Jamaïria jusqu'à la fin. Et j'y ai organisé en avril 2011, sous les bombes de l'OTAN, la seule conférence internationale de soutien à sa défense. Je suis agacé lorsque j'entends raconter n'importe quoi sur la Libye, la situation, ce qui s'y passe, et surtout les grilles de lecture qui sont celles des médias occidentaux, notamment Jeune Afrique, RFI et compagnie. Je suis encore plus agacé lorsqu'on évoque le dossier Haftar. Haftar, c'est pas un ancien compagnon de Kadhafi, c'est un officier supérieur de l'armée libyenne engagé sous Hissène Habré avec l'armée libyenne contre l'armée tchadienne, c'est le conflit pour la bande d'Aoussou. Il est fait prisonnier en 1987, il retourne sa veste, c'est-à-dire qu'il devient un cadre supérieur de la CIA, il rejoint un groupuscule qu'on appelle le Front National pour la Libération de la Libye, avec Almé Gariev, Ali Zentan, qui sont, eux, des diplomates déserteurs de la Jamaïria. Pendant 2 décennies, ils vont faire tous les mauvais coups de la CIA et des Américains en Libye. En 1998, Haftar tente même un coup d'État avec le chef d'Al-Qaïda en Libye, il s'appelle Abdelhakim Belhadj. Le coup d'État échoue, il se soldera par une haine à vie et à mort entre les deux hommes, puisque Haftar va trahir Abdelhakim Belhadj, va le faire emprisonner à Guantanamo, et puis le livrera à Kadhafi. Lorsqu'arrive le coup d'État de 2011, la constitution du soi-disant CNT, Haftar, qui vit à Langley, en Virginie, c'est-à-dire la ville où est installé le siège de la CIA, revient immédiatement en Libye. Nous sommes le 20 février 2011, et on lui donne le commandement, en tout cas nominal, des katibas du CNT, qui s'appellent à l'époque, pour la petite histoire, les Shebab, c'est-à-dire les jeunes. C'est le même nom que les terroristes djihadistes qui sont actifs en Somalie. Au bout d'1 mois, on va abandonner tout ça. Lorsque la Jamaïria est détruite, il y a un gouvernement pro-américain qui s'installe, qui va tenter de contrôler le pays entre la fin 2011 et 2014. Il est dirigé par 3 hommes. Almé Gariev qui dirige les partis pro-américains qui vont gagner les élections truquées, gagnées, je suis ironique, de juillet 2012, avalisées par l'Union européenne, mais en réalité c'est une gigantesque fraude électorale. Un parlement pro-américain se met en place. Face à eux, il y a les milices. Ces 3 hommes sont donc Almé Gariev, Ali Zendan qui devient le Premier ministre, et Haftar qui dirige la petite armée libyenne croupion qui est installée avec l'aide des Britanniques et des Belges. Jusque l'année 2015, Haftar, c'est l'homme des Américains, c'est une marionnette américaine. Il ne faut pas dissimuler ça. C'est pas un cadre de Kadhafi, s'il n'a jamais été un partisan de la Jamaïria. En 2015, c'est l'affrontement à l'occasion des élections de juillet 2014. Il commence là-bas, mais il va se dénouer en 2015. Il y a cette fois-là les islamistes qui prennent en main les élections et ils gagnent de nouveau, ironiquement, des élections truquées, avalisées elles aussi par l'Union européenne. L'ancien Parlement refuse de se dissoudre, il va siéger à Tobrouk, l'autre siège à Tripoli. Les milices, en particulier celles de Misrata, s'emparent de la ville, ce sont des islamistes radicaux, et tous ces gens commencent la grande épisode du chaos libyen, la chute, la descente aux enfers du pays. Haftar, en juillet 2015, il fait un coup d'État, c'est-à-dire qu'avec l'accord des chefs d'état-major des 3 armes de la nouvelle armée libyenne, il s'empare de celle-ci, il la privatise, il en fait son armée, c'est la soi-disant armée nationale libyenne qui est la milice d'Haftar, et il part à la conquête de Benghazi et de Tobrouk.
où il devient l'homme fort, c'est la suite du chaos libyen. Mais ça, c'était l'Haftar d'hier. L'Haftar d'aujourd'hui, c'est un homme bien différent. Il y a le contexte géopolitique qui a changé en Libye et il a changé au niveau international. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Je n'ai aucune sympathie pour les milices islamistes qui contrôlent Tripoli. Je n'ai aucune sympathie pour les gens de l'ONU qui soutiennent ce gouvernement. Je n'en ai pas non plus pour Haftar. Haftar et les milices de Tripoli, pour moi, ce sont les assassins de Muammar Kadhafi, les destructeurs de la Jamaïria libyenne. Et je ne participe pas et je ne partage pas les positions des anciens cadres kadhafistes, notamment du mouvement des comités révolutionnaires, qui ont rejoint Haftar à Benghazi. Moi, je vais vous parler de la géopolitique. La géopolitique, ce n'est pas des sentiments ou de l'émotion, c'est la constatation d'un rapport de puissance à un moment donné, et c'est la connaissance historique sur le long cycle d'un dossier. Si on n'a pas ça, on ne comprend rien à la géopolitique, et surtout, on ne fait pas de la géopolitique. Faire de la géopolitique, c'est pas comme faire du tricot ou du vélo. On était avant dans des situations faciles. Le monde était noir et blanc, il était binaire, c'était un camp contre l'autre. C'est plus le cas en Afrique. Qu'est-ce qui a changé en Afrique? C'est l'arrivée des Russes. L'arrivée des Russes qui ont décidé de reprendre les positions qu'ils avaient au temps de l'Union soviétique de Brejnev, qu'on appelait l'Africain, je le rappelle, eh bien, les Russes, ils vont offrir à une série d'hommes politiques, de présidents, d'États africains, de l'air, de l'oxygène, de l'espace pour évoluer. Haftar, il est appuyé par la Russie, il est aussi appuyé par les Américains, par Paris, et son mentor, c'est le maréchal Al-Sisi. Ils ont les mêmes ennemis, les frères musulmans, qui sont les idéologues derrière les milices islamistes de Tripoli. Il est aussi ami avec le président Idriss Déby Itno pour les mêmes raisons géostratégiques, parce qu'ils ont les mêmes ennemis, notamment sur les frontières du Tchad et de la Libye. À partir de ce moment-là, on ne comprend plus rien avec les anciennes explications. Al-Sisi, l'homme des Saoudiens, Haftar, l'homme des Américains. Al-Sisi aussi, il a évolué, ce qui lui a permis d'arriver à la tête de l'Union africaine. Il a évolué parce qu'il a aussi l'appui des Russes, même s'il continue à bénéficier du soutien américain. Ce n'est plus des alliances unilatérales, ce sont ce que le grand géopolitologue américain George Friedman a appelé dans le cas d'Haftar des alliances transversales ou des alliances biaisées parce qu'elles ne répondent plus à la logique binaire de l'ancienne géopolitique. Al-Sisi aussi, il a pu évoluer grâce à l'oxygène reçu par la Russie et il entend aujourd'hui jouer une carte africaine, notamment dans le domaine sécuritaire, profitant de l'année où il dirige l'Union africaine. Qu'est-ce qui se passe à Tripoli? C'est pas la guerre entre le gouvernement de Tripoli et la guerre entre le gouvernement de Benghazi, c'est encore moins une guerre civile, parce que c'est entièrement un conflit qui est porté par des puissances extérieures. Il n'y a pas que les puissances occidentales, il n'y a pas que les Américains, les Français, les Italiens, les Allemands, il y a aussi des puissances régionales, le Qatar, la Turquie, les Émirats arabes unis, les Saoudiens. Qu'est-ce qui se passe exactement en Libye? Il y a deux guerres en fait. Il y a tout d'abord une guerre économique pour le contrôle des champs de pétrole libyens entre Rome et Paris. La firme d'État italienne, l'ENI, veut s'emparer des positions qui étaient celles de Total auparavant, la multinationale, pilier de la France-Afrique, l'ancienne ELF. Ils se font depuis une guerre à mort. Pourquoi la France soutient-elle Haftar? Parce qu'elle n'a pas le choix. Haftar contrôle ce qu'on appelle le triangle d'or pétrolier, toute la zone d'exportation du pétrole libyen entre Ras Lanouf, entre Benghazi précisément et Al-Joufra. Il ne faut pas se tromper comme le racontent les médias occidentaux. C'est pas pour ça Haftar veut s'emparer de Tripoli. C'est pas Tripoli qui contrôle aujourd'hui le pétrole libyen. Eux, ils contrôlent uniquement le gaz. Le pétrole libyen, qui est la richesse du pays, il est dans les mains de Haftar, qui est incontournable. La France s'est elle-même piégée géopolitiquement.
Elle est assise entre deux chaises géopolitiques. Elle soutient le gouvernement de Tripoli, elle soutient le gouvernement de Tobrouk et Haftar. Vous avez vu que Macron a reçu une semaine après l'autre les dirigeants libyens, celui de Tripoli évidemment soutenu par l'ONU, et Haftar dedans, qui a signifié à Paris une fin de non-recevoir. Il a dit: je n'arrêterai pas la bataille pour Tripoli, parce que derrière cette guerre économique, il y a une autre guerre. Il y a ce que les Anglais appellent, les Anglo-Saxons, une proxy war. Il y a une guerre par procuration entre deux groupes de puissances régionales. Au milieu, ce groupe de puissances régionales, quelles sont-elles? Il y a le Qatar et la Turquie d'Erdogan qui soutiennent Tripoli, qui sont les parrains des frères musulmans, et il y a contre eux les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, surtout les Émirats arabes unis, qui sont le soutien de Haftar et de Benghazi, et qui sont aujourd'hui les meilleurs amis de Al-Sisi. Les Émirats arabes unis, d'ailleurs, qui ne sont plus les porteurs de valises de l'Arabie saoudite, ils ont profité de la guerre du Yémen engagée par Riyad et Washington pour devenir une grande puissance maritime, une thalassocratie régionale. Ils contrôlent presque tous les ports de la mer Rouge, ils contrôlent ceux de Somalie, ils contrôlent ceux du Yémen, et ils ne veulent pas des Turcs dans ce jeu géopolitique. Le problème, et on arrive à la troisième crise, c'est la crise soudanaise qui explique pourquoi les Égyptiens ont lâché al-Béchir, ont soutenu les généraux soudanais, et les Émirats arabes unis font eux-mêmes. Al-Béchir, qui lui est un opportuniste, qui a soutenu tous les camps géopolitiques, il avait loué des îles stratégiques à l'entrée de la mer Rouge à la Turquie pour 99 ans. Erdogan veut en faire une super base militaire lui permettant d'être le maître de la mer Rouge. Ça ne plaît pas aux Émirats arabes unis, ça vous explique la guerre. La guerre, la bataille de Tripoli aujourd'hui, c'est cette guerre par procuration, c'est pas du tout une guerre civile. Enfin, il faut dire une dernière chose au milieu de tout ça. Il y a un acteur qui reste passif, c'est les États-Unis. Les États-Unis comptent les points. Ils sont ravis, dans leur guerre économique, de voir Rome et Paris se déchirer, et ils sont ravis d'avoir fait chuter, bien entendu, Omar el-Béchir. Ils soutiennent la soi-disant société civile pour établir un gouvernement pro-américain au Soudan. C'est une façon, évidemment, de voir comment les choses vont évoluer. Il y a la même chose avec les Russes. Les Russes soutiennent Haftar, ils soutiennent Al-Sisi. Ils veulent voir détruire les djihadistes comme ils sont en train de les détruire au Proche-Orient. Mais les Russes ne sont pas du tout engagés dans la bataille de Tripoli. Ça ne les intéresse pas. C'est ce que j'ai appelé le cynisme intolérable des grandes puissances qui se jouent sur le dos, le malheur, la misère de nos frères libyens.